on va avoir une évaluation, on va faire un atelier sur l'évaluation à distance et les pratiques entourant le plagiat. Et avec vous, comme Robert nous a déjà présenté, bien sûr, vous avez Mélanie Beaulieu, conceptrice pédagogique à la formation continue, Céline Boucher, conceptrice également pédagogique à la formation continue, et moi-même, Chantal Bouchard, agente de soutien avec le groupe des technologies de l'apprentissage ici à l'Université de Moncton. Donc, avant de débuter, Robert avait parlé d'une petite activité justement pour apprendre à se connaître. Donc, moi, tout le long de la session, on va avoir des petites activités d'interaction avec vous. Puis, on vous invite à vous rendre au lien que vous voyez juste en haut aussi, polllev.com// Chantal Bouche 050. Et lorsque vous allez à cette adresse-là, vous allez avoir accès à la map, juste ici, et vous avez juste besoin de cliquer dans la map pour juste nous indiquer d'où vous venez. J'ai entendu Robert qui nous parlait justement des gens de l'Europe, de l'Afrique. On a vu une personne du Maroc. Donc, ça serait le fun de pouvoir voir d'où viennent les gens. Et aussi vous préparer pour les prochaines présentations qui s'en viennent parce que à travers de tout ça, c'est sûr qu'on va vous demander votre rétroaction, vos commentaires. Donc, vous allez pouvoir interagir avec nous. Donc, encore, l'adresse, elle est ici juste en haut aussi, c'est polllev.com/Chantal, CHANTAL, BOUCH 050. Donc, allez-y, on commence déjà à voir des petits points apparaître ici et là. Ah, que c'est le fun! Où sont nos gens de l'Europe et de l'Afrique? On va les voir bientôt apparaître. Donc, c'est ça. C'est le fun de pouvoir voir d'où les gens viennent et d'avoir aussi les commentaires de tous ces gens-là. On vit des réalités un peu différentes et parfois semblables, surtout avec le web. Donc, tout le long, c'est sûr qu'on veut avoir votre rétroaction et ça va être la même adresse que je viens de vous donner, qu'on va vous demander d'où vous venez et qu'est-ce qui va être les prochaines questions. Donc, vous allez pouvoir l'accéder à partir d'ici. Donc, je vous remercie. Moi, je vais quand même continuer. Vous pouvez continuer quand même à justement partager d'où vous venez. Et moi, je vais tout simplement continuer la présentation. Donc, le plan d'aujourd'hui, bien sûr, on va parler des évaluations. On va voir comment les étudiants trichent. Donc, on va en parler. On va voir les stratégies générales de prévention. Utiliser une variété de stratégies d'évaluation. Comment préparer vos questions d'examen. Donc, quelques trucs. Et l'outil évaluation avec une plateforme d'apprentissage. Donc, on va vous montrer des trucs contre le plagiat et des choses comme ça qu'on peut faire quand même avec la plateforme. Et bien sûr, on va vous partager nos ressources et nos références. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Mélanie. Oui, bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, OK. Bon, d'accord. D'abord, la première question à se demander, c'est pourquoi on évalue? Pourquoi on évalue nos étudiants? C'est quoi l'objectif premier de le faire? Bien, l'objectif premier, il y en a deux. Ce serait de consister à améliorer les apprentissages et favoriser le développement du plein potentiel, bien sûr, de nos étudiants. Comment? Bien, on vérifie la compréhension de l'étudiant, évidemment. On offre de la rétroaction pour guider l'étudiant dans l'atteinte de ses objectifs. Idéalement, c'est bien de le faire de façon régulière au courant du semestre. On va en reparler ça aussi durant la présentation. Ça informe l'étudiant sur son cheminement afin qu'il puisse se repérer, se situer au niveau de ses acquis puis de ce qui lui reste à acquérir. Ça aide l'étudiant à mieux cerner ses réussites, ses difficultés et ses forces. Et puis, ça donne la chance d'avoir une régularisation des apprentissages au courant du semestre. Ce qui veut dire comme évaluer fréquemment au cours du semestre. Alors, je passe maintenant la parole à Céline. Bonjour tout le monde. Désolée, je cherchais à activer mon micro, ça ne fonctionnait pas. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui également. Ça ne sera pas long, j'ai perdu un petit peu mon fil ici, là.
C'est la joie des cours en ligne. Je ne serai pas long avec vous. Je ne vous vois même plus. On continue de t'entendre et de voir, nous, Céline? Oui, c'est bien. Je vois absolument rien. Depuis tantôt, ça a fait ça aussi. Je ne comprends pas comment se fait. Je ne peux pas juste baisser mon écran. Ça ne sera pas lent. Il doit y avoir une façon de faire ici. Est-ce que je dois quitter et revenir? C'est ça ce que je me demande. Céline, on voit bien l'écran présentement. Hein? Tu me vois bien. Je vois tout noir et je ne vois pas la présentation. Ma présentation du tout. Est-ce que tu as une autre fenêtre qui pourrait être par-dessus, qui couvre celle-là? Je ne peux pas la fermer du tout. Si tu fais Alt-Tab. OK. Alt-Tab. Même pas. Je n'ai même pas mon Alt-Tab. Ça ne fonctionne pas. Non plus. Ça ne sera pas long. J'imagine que certains d'entre vous enseignent en ligne, puis c'est arrivé aussi. Je devrais être en mesure de l'ouvrir. Je cherche à cliquer. Non, je ne suis pas capable. Céline, si tu veux, je peux peut-être continuer pour toi. Puis, je veux juste continuer. Je pense que je l'ai. On là-dessus, super. Je pense que je l'ai. Je pense que je vais vous voir à l'instant. Même pas. Non, tu peux continuer, Chantal. Je ne serai pas lente. Je vais essayer d'arranger ceci. Pas de souci. Donc, je l'ai. Vas-y. Là, je vous vois. Yeah! Ben, bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Désolée pour cette contrainte, c'est la réalité des cours en ligne. Nous avons décidé de faire un survol sur les 3 types d'évaluation, soit l'évaluation diagnostique formative sommative. Je sais que la plupart d'entre vous connaissent déjà ces évaluations-là, mais il m'a été conseillé quand même de vous en parler parce qu'il y a encore des questions sur ces types d'évaluation, puis il y a même certains profs qui utilisent seulement encore les évaluations sommatives durant tout le semestre. Donc, d'abord, l'évaluation diagnostique. C'est celle qui se situe avant l'enseignement. Elle peut se situer au début d'un semestre, mais aussi avant chaque module ou chaque chapitre du cours. Donc, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vos étudiants savent déjà sur la matière à venir? L'évaluation diagnostique peut aussi vous aider à connaître pour chaque étudiant ses points forts, ses points faibles. Donc, c'est quoi les signes de difficulté qu'il rencontre? Elle permet à l'étudiant de se situer aussi quant aux apprentissages à venir, puis habituellement, on ne note pas l'évaluation diagnostique. Elle sert aussi à situer le prof par rapport à son groupe classe ou d'ajuster sa planification pédagogique. Par exemple, au lieu de passer plus de temps sur un concept déjà acquis, il pourra aligner son enseignement sur un concept peut-être moins compris. Donc, parmi les évaluations diagnostiques en ligne, on peut retrouver genre des questions à choix multiples, une question de réflexion, l'étudiant peut répondre dans un journal de bord ou simplement y réfléchir dans sa tête, rédiger une définition spontanée d'un concept ou d'une notion, ça peut être une discussion sur une affirmation ou un concept, un sondage ou un questionnaire. Certains professeurs vont choisir de donner un questionnaire en début de formation, puis le redonner à la toute fin pour voir la progression. Ça peut être un exercice préparatoire au module, une carte conceptuelle à trous, par exemple, une liste de vérification, des tableaux, ce que je sais, ce que je veux apprendre. Donc, il y a toutes sortes d'exercices ou d'évaluations possibles en ligne qui sont diagnostiques. Et selon Kettel, en 2007, et je cite, « L'évaluation diagnostique doit servir à différencier les parcours des apprenants. Pour être efficace, cette évaluation doit avoir une fonction d'orientation. » Pour l'évaluation formative, elle apporte de l'information sur les apprentissages des étudiants qui sont en construction. Elle permet de situer la progression de l'élève par rapport à un objectif donné. Donc, comparer la situation de départ à la situation d'arrivée. Les apprenants deviennent des acteurs dans leur apprentissage. Cette évaluation a une fonction pédagogique parce qu'elle permet aux apprenants de gérer leur propre processus d'apprentissage.
Habituellement, des grilles d'évaluation avec des rétroactions sont remises avec l'évaluation. Donc, ce n'est pas noté, mais il y a quand même certains profs qui vont attribuer une note à titre indicatif, c'est-à-dire qu'elle ne comptera pas dans la moyenne. La progression de l'étudiant est mesurée, puis c'est souvent positif. Alors, on peut dire que c'est motivant pour eux. La vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe si un élève progresse après l'évaluation? Ensuite, on a l'évaluation sommative. Donc, c'est l'évaluation finale, donc une évaluation qui est notée, qui est donnée à la fin d'un apprentissage. Ici, une note attribuée par rapport à des critères d'évaluation. C'est ici qu'on sait si l'étudiant a réussi ou échoué. Il est souvent fait en fin de trimestre, mais aussi à la fin de séquence d'apprentissage. Ce qui compte, c'est que l'enseignant considère que l'apprentissage est fini. Alors, une fois l'évaluation passée, la note ne peut pas changer. Ça peut être 2 examens durant le semestre ou un travail de session, en autant que les objectifs du cours soient mesurés. Cela étant dit, une évaluation sommative peut poursuivre une visée formative si on la retrouve plus d'une fois dans le semestre, comme la construction d'un portfolio qui est noté à la fin d'une formation ou d'un cours. Je passe la parole à Chantal. Eh bien, c'est ça, Céline vient nous parler des différentes façons 3 différentes façons de pouvoir évaluer. Ici, on a un semestre qui est représenté. J'ai mis la source juste en bas de la présentation. Je ne vous ai pas dit au début, mais on va vous partager la présentation PowerPoint parce qu'on a beaucoup de liens. Et nous, pendant les recherches, bien, c'est sûr qu'on voulait alimenter justement les différentes choses. Donc, on a été chercher des ressources sur le web. Donc, vous allez pouvoir les voir ici. Donc, ici, c'est j'enseigne à distance.teluc.ca. Et vous pouvez voir une semaine un semestre sur 15 semaines. Donc, vous pouvez voir à l'accueil le démarrage où on pourrait avoir un peu l'évaluation diagnostique. Et après ça, on a des petits quiz et des petites interventions. C'est là qu'on peut aider l'étudiant à faire de la régulation un peu par rapport à ses apprentissages. Donc, vous pouvez voir, on a des petits quiz, des examens, des rétroactions. Et c'est un accompagnement tout le long du semestre qui se déroule. Donc, juste pour vous montrer un petit exemple, et vous allez pouvoir voir des détails vraiment intéressants sur le site J'enseigne à distance. Et on dit c'est important, la raison pour laquelle j'ai présenté ça, c'est l'importance de faire de la régulation avec les étudiants. Donc, soit décomposer les travaux. De un, ça va vous aider à voir comment l'étudiant évolue à travers de ses travaux. Et aussi, ça empêche un peu les possibilités de tricherie. Donc, tout de suite, je vais passer la parole à Mélanie parce qu'elle va nous parler justement comment les étudiants trichent-ils. Merci beaucoup, Chantal. Eh bien, c'est ça, comme tu le disais, qui dit évaluation en ligne, on fait souvent un lien aussi avec le plagiat. Qui dit évaluation en ligne va dire plus de risques de plagiat. Donc, c'est ça, on va aborder ce thème-là aussi tout au long de la présentation. Maintenant, par quel moyen vos étudiants trichent-ils? Je ne sais pas si vous avez vécu déjà des expériences ou des cas de plagiat ou de tricherie à travers vos expériences, puis on aimerait peut-être les connaître. Si vous voulez tout de suite vous rendre à la même adresse que tout à l'heure, soit polllev.com/Chantal Bush 050, puis peut-être nous partager un petit peu de ce qui a pu se passer dans vos groupes. Ah, en copiant les réponses d'un collègue, oui. Même chose. Copier-coller à partir d'un site Internet. Oh, pardon, c'était un autre, oui. Partager des réponses, copier le travail d'un autre étudiant. Merci de votre participation, vraiment. Échange d'informations par les réseaux sociaux, surtout de nos jours. Hein. Copier des portions de texte sans indiquer que c'est une citation. Oui. Une source sans la citer. Oh, j'aime ça. Ben, pas j'aime ça, mais c'est un bon point. Faire le travail en groupe pour mettre des copies individuelles qui se ressemblent. Feuille de réponse affichée sur le mur. Oh. Oui, expression écrite qui ne leur correspond pas. Oui, vous mentionnez tous des exemples que je vais bientôt énumérer aussi. Acheter des travaux écrits, oui. Oui, ben, je vais peut-être passer à la prochaine. Peut-être juste un petit à côté, Mélanie, juste pour dire aux gens que tout ce qu'on a ici, on va pouvoir vous le partager. Là, on peut ressortir ça, puis on va faire un petit dossier qu'on enverra à Robert là, au REFAD. Parfait.
C'est beau, Chantal. Tu peux passer à la prochaine diapo. Alors, c'est bien ça. Merci vraiment pour votre partage. Je vais vous présenter ici aussi des exemples que nous, on a relevés. Puis, je pense que la majorité de ce que vous avez écrit vont se retrouver ici aussi. Donc, d'abord, en ce qui concerne le plagiat et la tricherie qui est associée aux travaux. Comme quelqu'un l'a mentionné, oui, il y a des personnes qui vont reproduire un travail acheté ou téléchargé sur Internet. Ça peut être un travail entier ou ça peut être une partie d'un travail ou faire passer le travail pour le sien. Réaliser un travail à partir de plusieurs sources sans toutefois citer ces sources, que ce soit à partir d'un volume, d'un article, même juste le passage d'une étude. Copier le travail d'un étudiant ou quelques passages d'un travail remis à une session antérieure. Paraphraser de manière inadéquate, c'est-à-dire modifier les mots d'une phrase, mais en gardant l'idée, mais sans mentionner de qui vient cette idée. Par exemple, oublier de dire « selon tel chercheur », etc. Inventer une citation, fabriquer, falsifier des données, des faits, des résultats. Résumer sans, encore une fois, attribuer l'idée à l'auteur. Et remettre plusieurs copies d'un même travail, mais dans des cours différents. On peut passer à la prochaine. Maintenant, le plagiat et la tricherie qui est associé aux examens, aux évaluations traditionnelles, pardon. Alors, il y aurait d'obtenir ou transmettre les questions ou les réponses de personne en personne. Comme quelqu'un l'a dit aussi, se faire remplacer par une autre personne durant la tenue de l'examen. Offrir, échanger, recevoir de l'information pendant un examen par l'entremise de textos, par exemple. Profiter des ressources qui sont non permises pendant l'examen, comme consulter le volume du cours, les notes personnelles, etc. Et collaborer avec les pairs sans autorisation. On a eu des cas aussi de groupes Facebook, là, nous, là. Maintenant, prochaine diapo. Pourquoi maintenant les étudiants trichent-ils? Pourquoi ont-ils recours à cette pratique qui n'est pas très honnête? Il y a vraiment beaucoup de raisons, mais d'abord, si on pense aux nouveaux étudiants universitaires, nous, c'est parce que c'est à l'université, mais même là, il y a beaucoup de responsabilités dans le milieu scolaire aussi, là. Donc, des fois, les étudiants peuvent se sentir dépassés, causés par une charge de travail lourde et complexe. Ça fait en sorte que ça ouvre la voie à des raccourcis pour préparer leurs travaux ou les examens. Une mauvaise gestion du temps, notamment la pratique malsaine de procrastiner, de remettre le travail à demain, puis de remettre encore à demain, puis finalement se retrouver à la fin de la session, puis pas prêt. Craindre l'échec, désir de conserver un bon rendement comme auparavant. Et puis, ça fait que ça allège la pression de réussir. Et aussi la pression ça diminue la pression des parents, disons, comme l'étudiant veut satisfaire. Ensuite, vouloir égaliser les chances de réussite par rapport aux autres, par rapport aux autres étudiants, à leurs pairs. Puis, c'est ça l'amène aussi des pratiques malhonnêtes. Vivre ou ressentir un sentiment d'aliénation, de surpassement concernant la tâche, le cours, que c'est jugé trop difficile et puis il y a comme un manque de motivation souvent qui vient avec ça. On peut aussi noter la maîtrise insuffisante de la langue française et aussi certaines différences culturelles peuvent faire en sorte que les modes d'apprentissage puis la présentation des travaux universitaires ou des travaux tout simplement diffèrent d'un endroit à l'autre, puis ça peut causer des désirs de tricher ou de faire du plagiat. Prochaine diapo. Maintenant, il est bon de mentionner ici, on a trouvé pertinent ici de mentionner l'existence du plagiat inconscient, qui est nommé aussi d'après moi, la cryptomnésie. C'est un terme qui a été inventé par un professeur en psychologie, Théodore Flournoy. C'est ça, le plagiat inconscient, ça consiste vraiment à reprendre une phrase, un texte, une idée, qu'on croit la nôtre, qu'on s'attribue la propriété parce qu'on a oublié de qui ça provient. Donc, pour éviter que les étudiants s'adonnent à ce type de plagiat sans trop s'en rendre compte, on a des petites suggestions à leur proposer à eux, soit de fournir des informations sur la citation ou l'idée empruntée, le nom de l'auteur, l'année, etc., de leur demander de choisir un sujet qui les concerne personnellement, comme leurs intérêts à eux, leur façon de penser à eux, leur questionnement. Ils risquent moins d'aller chercher les idées ailleurs parce que ça vient de leur
propre pensée, de choisir un sujet parmi une liste déterminée. Souvent, on peut aller avec des sujets qui n'ont pas été beaucoup étudiés, des sujets inhabituels. Leur demander de soumettre leur projet par étapes. On va en parler plus tard aussi, mais de commencer par remettre, disons, le sujet de leur projet ou ensuite le plan, ensuite le développement. C'est comme les travaux deviennent un petit peu plus personnalisés de cette façon-là. Et bien sûr, d'exiger une bibliographie à noter là, à la fin du travail. Alors, je repasse la parole à Chantal. Merci. Merci, Mélanie. Donc, des stratégies générales de prévention. Donc, moi, j'ai surtout été chercher des sources et différentes informations pour vous les présenter. Mais avant de commencer, j'aimerais juste voir, est-ce que vous avez des méthodes que vous utilisez pour contrer le plagiat présentement? Parce qu'on sait qu'on ne peut pas l'éliminer, mais comment on peut le diminuer? Est-ce que vous avez des méthodes que vous utilisez présentement qui vous ont été utiles par rapport à tout ça? Encore, c'est paulev.com. Chantal Bush 050, encore la même adresse. Donc, c'est toujours la même adresse. Si vous la gardez dans votre navigateur, vous avez tout simplement besoin de retourner à l'intérieur et la fenêtre va se rafraîchir et vous allez pouvoir répondre justement à la question. Donc, je vois ici des questions sous forme de mise en situation ou des questions en développement. Il y a déjà un vote pour cette question-là, donc il y a une autre personne probablement qui l'a pris. Des banques de questions. Donner des tâches complexes, comme on mentionnait tout à fait, faire des évaluations collaboratives avec des évaluations personnelles. Et là, je vois des votes là, qui continuent, même des évaluations à livre ouvert ici. Donc, petit avant le cours expliquant le plagiat, un petit cours avant le cours pour expliquer le plagiat, tout à fait. Donner des tâches complexes, on l'a mentionné. Faire des évaluations collaboratives avec des évaluations personnelles. Et on voit, hein, ça bouge. Et on a plusieurs personnes qui utilisent, entre autres, les questions sous forme de mise en situation ou des questions en développement. Donc, c'est vrai, à ce moment-là, l'étudiant doit pouvoir vraiment décrire ses apprentissages et faire des liens pour lui, ce qui peut être vraiment une bonne façon de contrer le plagiat. Donc, je vois, c'est toutes de très bonnes suggestions que vous avez là présentement. Et moi, je vais vous partager un peu qu'est-ce qu'on a ressorti d'après nos recherches. Donc, si je commence ici, on dit toujours dès la première séance. On dit, hein, la première impression est toujours la bonne ou c'est tout le temps celle qu'on va se nourrir par la suite. Donc, misez un peu sur la conscience. Discutez avec les étudiants de c'est quoi l'intégrité académique. Parlez des conséquences du plagiat. Vous pouvez même faire signer un contrat sur l'intégrité académique ou encore créer un code d'honneur ensemble, collaborativement, pour sensibiliser les gens par rapport au plagiat. Il y a aussi, dites-leur vos limites. Hein, parce qu'un étudiant va peut-être arriver dans un semestre et va dire « Oh, je ne le savais pas ». Si vous le répétez, vous le ramenez, vous dites vos limites, regarde, moi, là, arrive-moi pas dans le milieu du semestre pour dire que tu ne le savais pas. Là. On en discute, c'est là. Fait que le je ne savais pas ne devrait pas apparaître. Donc, soyez clairs et transparents. Dites aux étudiants qu'est-ce qui sont leurs responsabilités. Dites-leur qu'est-ce qui est votre responsabilité. Dites-leur les comportements du secteur et assurez-vous d'avoir un contrôle. Et bien sûr, revenez sur ces points pendant le semestre, même si c'est une fois ou moi, je dirais plus qu'une fois, mais c'est bon de revenir. On dit tout le temps, c'est la répétition. C'est dans la répétition qu'on apprend. Donc, ça serait une pratique comme telle. Ici, je vous montre un exemple de contrôle, l'intégrité académique. Il y en a tellement sur le web, différentes informations à ce sujet-là. Je vous dirais que moi, je vous partage celles-ci. Vous pouvez les réutiliser, les adapter pour vos besoins. Il y en a un autre ici, ça se fait comme un petit code d'honneur avant de faire un quiz ou un examen. Donc, c'est encore des petites choses qui pourraient être utilisées. Mais moi, je vous conseille de le faire avec vos étudiants, laisser les étudiants faire de la recherche et dire qu'est-ce que c'est pour eux. Ça va beaucoup plus aller les chercher que juste à poser leur signature comme telle. Il faut en discuter. Il ne faut pas juste le placer à l'intérieur pour que les étudiants puissent au moins faire un lien et dire « Oh my gosh, je ne voudrais pas que les autres étudiants me voient comme ça parce qu'ils vont entendre les étudiants dire le plagiat, oh non, c'est pas correct. » Donc, l'étudiant va avoir une réflexion par rapport à tout ça. Donc, ici, vous allez voir, il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup d'informations. Je ne passerai pas tout à travers parce qu'on a un temps quand même restreint. Je vais vous laisser le regarder.
Entre autres, c'est une petite vidéo ici de sensibilisation du plagiat, pas moi. C'est du réseau de l'Université du Québec. Donc, une petite vidéo vraiment intéressante. On peut voir 2 jeunes en train de copier du texte et disant « Non, non, c'est correct ». Ça donne une petite idée. Et ça, j'ai trouvé intéressant, c'est de voir les quiz qui existent déjà et de dire qu'on pourrait réutiliser ça en tant que tel dès le début d'un cours. Donc, dire aux étudiants, allez passer un petit quiz, parler des conséquences, comme nous, on a ressorti des choses par rapport à l'Université de Moncton, bien sûr, parce qu'on a fait cette présentation-là avant. Donc, on a ressorti des conséquences suite aux tricheries, qu'est-ce qui peut arriver, et aussi faire attention aux droits des étudiants. Donc, si vous constatez qu'il y a tricherie, vous assurez de suivre les bonnes démarches par rapport à tout ça. Des conséquences, il y en a. Les étudiants ne pensent pas que c'est sérieux, seuls les sérieux. Si nous, on ressort un peu les règlements de l'Université de Moncton comme tel, on parle que l'étudiant peut obtenir une note E, qui est le minimum, jusqu'à l'exclure du cours ou même faire l'expulsion totalement de l'établissement. Donc, oui, c'est sérieux et on ne joue pas avec le plagiat. Donc, il faut sensibiliser nos étudiants. Et c'est eux qui vont en bénéficier plus tard, parce que s'ils apprennent par eux-mêmes, plus tard, c'est eux autres qui vont utiliser ces ressources-là pour les aider. Donc, nous, on a un comité sur l'intégrité intellectuelle qui s'est fait ici à l'Université de Moncton et il y a plusieurs informations par rapport à ce que le comité a fait. Le lien est là, donc c'est des sources que vous pourrez aller voir en temps et lieu. Des outils sur le plagiat, sur le web, il y en a plein. Si vous faites une recherche sur vérificateur de plagiat ou plagiat en ligne, vous allez voir plein d'outils qui vont sortir. Le préféré de tous, c'est Google. Google, tu as juste besoin de prendre un texte de l'étudiant que tu penses qu'il aurait plagié. Tu le places dans Google et tous les mots qui se ressemblent vont être en gras. Donc, si vous allez voir un peu le site web et comparer avec le texte de l'étudiant, parfois, vous pourrez peut-être le voir. Même si c'est un document Word, des fois, Word va conserver des historiques du copier-coller. Donc, des petites choses comme ça, ça peut être des petits trucs. Et pour les logiciels de plagiat, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on colle il y a un maximum de texte, je pense c'est 1000 mots, ou je ne me rappelle plus, ou 1000 caractères, qu'on peut placer à l'intérieur de ceux qui sont gratuits sur le web, des outils gratuits. Et ça que ça fait, ça va dire, OK, est-ce que c'est 100% plagié ou est-ce qu'il y a un pourcentage de plagié et unique? Donc, ça va l'indiquer. Et il y a aussi les résultats. Donc, là, on peut voir ici des résultats. Cette phrase-là a été plagiée. On peut la comparer. Il y en a qui sont uniques. Donc, les logiciels se ressemblent pas mal tous. C'est juste, ne vous fiez pas seulement là-dessus. Assurez-vous de faire d'autres comparaisons et d'en discuter avec les gens de vos départements par rapport à tout ça. Et maintenant, je vais passer la parole à Céline. Bonjour, merci Chantal, merci pour votre patience de tantôt également. La prochaine diapo, Chantal, je crois que c'est la question « Comment évaluez-vous vos étudiants ?» Donc ici, on vous encourage à partager de quelle façon vous évaluez vos apprenants en ligne, de quelle manière, quelles sont les évaluations qui sont moins sujettes au plagiat, par exemple. Je vous donne quelques instants pour l'adresse se trouve en haut de la diapositive, comme tantôt. Puis, je vous laisse un peu le temps de répondre. Mise en situation, bien sûr. Dans études de cas, oui. C'est toujours intéressant de voir quels sont les types d'évaluations les plus utilisés. C'est souvent les mêmes qui reviennent. Présentation orale, travaux à livre, Internet ouvert, oui, présentation orale de travaux. Projet à développement tout au long de la session. Tâches complexes avec entretien individualisé. Très bien. Résolution d'un problème complexe en collaboration. Étude de cas. Création de cartes conceptuelles. J'aime beaucoup vos idées d'évaluation. Exposé en vidéoconférence, filmé. Journal de bord, oui. Mais ça prend beaucoup de temps à lire et évaluer. Exactement. Étude de cas. Entrevue et rapport d'entrevue. Et tout ceci, toutes vos réponses vont être sauvegardées tout au long de la présentation. Je crois qu'on va tenter d'y revenir à la fin de la présentation. Comme Chantal le mentionnait tantôt, les réponses vont être sauvegardées et la présentation va vous être partagée.
présentation orale et vulgarisation des sujets d'actualité. Excellent. Et on va en revoir un peu dans ma présentation. Donc, depuis le début du télétravail ou de la télééducation, en raison du COVID-19, on remarque que plusieurs professeurs, puis avec raison, ils hésitent à inclure dans leurs cours en ligne, en raison de la fraude, du plagiat, de l'intégrité académique, les évaluations. La question souvent posée est comment réduire la tricherie lors des évaluations en ligne? Je dis bien réduire, car je ne crois pas qu'on pourra l'éliminer complètement. Il y a une certaine animatrice, Nicole Perrault, elle avait dit que le plagiat est aussi vieux que l'enseignement lui-même. Donc, il y aura toujours un fin qui trouvera une façon de plagier. Ici, je vais vous proposer une variété de stratégies d'évaluation en ligne qui est moins sujet au plagiat. Donc, comme première évaluation en ligne, moins sujette au plagiat qui est suggérée, c'est le travail long. Donc, étude de cas, mise en situation, analyse, travail synthèse, portfolio, lettres d'opinion, etc. Ce type d'évaluation, en plus de développer plusieurs habiletés comme énoncer, argumenter, synthétiser, c'est moins sujet au plagiat. C'est plus difficile dans ce genre d'évaluation de demander à un ami ou à Google la réponse lorsque les questions demandent aux étudiants d'expliquer ou d'analyser, de composer, de démontrer de manière authentique leur maîtrise du contenu des cours. Aussi, pour éviter le plagiat dans ce type d'évaluation, tentez de modifier régulièrement les consignes des travaux. Comme ça, les étudiants ne pourront pas s'échanger leur production d'un trimestre à l'autre ou d'une année à l'autre. Comme travail long aussi, ça peut être un projet personnel. Donc, des réflexions, des références à son propre parcours, journal de bord, portfolio électronique. Le travail long peut être aussi des études de cas, comme on a vu tantôt. Donc, opter pour des sujets spécifiques que les apprenants ont eu à discuter durant le cours, plutôt que des connaissances plus générales. Ça peut être aussi des sujets d'actualité, comme qui sollicitent le jugement, l'opinion, la prise de position. Le travail long peut aussi être une recherche, donc une recherche sur un sujet donné. Chaque étudiant a son propre sujet de recherche. Ça exige au moins quelques références très récentes et variées. Avec le travail de recherche, vous pouvez utiliser un certain vocabulaire appris en classe. Vous pouvez aussi demander aux étudiants de faire référence à un cas, à une théorie vue en salle de classe aussi, ou ce qui a été discuté avec vous. Ça encourage aussi l'utilisation d'hyperliens dans les travaux. Il y a aussi la synthèse du cours ou un résumé d'un concept appris dans une séquence d'apprentissage, soit en rédaction, vidéo, audio, conceptuel. Il faut oser donner des choix à nos étudiants dans le moyen de nous remettre le contenu aussi. Un autre long travail qui peut être donné au long du semestre pourrait être de décomposer les essais et rapports en plusieurs étapes avec des dates de remise différentes. Donc, on évalue les étapes de réalisation de travail. On peut évaluer le plan, la grille d'analyse, une liste détaillée des sources, la note de lecture, les grilles d'entrevue, analyse, etc. Donc, les accompagner tout au long de leur démarche et les évaluer régulièrement. Vous pouvez aussi utiliser des fonctionnalités de suivi des environnements virtuels, comme Google Docs, pour mesurer les contributions et efforts. Vous pouvez aussi évaluer les étudiants en faisant des entrevues en temps réel, qui peut être via Teams, Skype, vous seul avec l'étudiant ou en groupe. Vous pouvez leur remettre un choix de questions, puis leur dire, par exemple, je veux que vous m'en expliquiez 3 en direct. Donc, ça peut être un lien avec le cours et sa vie. C'est en jasant qu'on peut voir le niveau de compréhension de l'étudiant. Ça peut être aussi des entrevues. Chaque étudiant fait sa propre entrevue avec une personne différente. Ça peut être aussi une production orale, la vulgarisation qu'on a vu tantôt, donc donner un concept à un étudiant qui devrait l'expliquer à un autre, dans ses propres mots. Donc, ça peut être des rencontres individuelles, en petits groupes, forums de discussion, blogs, clavardage. Ça peut être aussi des situations réelles, l'approche par problème et par projet, par exemple. Vous pouvez fournir des consignes de travaux où l'étudiant doit intégrer des contenus appris et résoudre des problématiques rencontrées dans la réalité. Pour ce faire, l'étudiant doit formuler ses réponses et effectuer des liens pertinents et cohérents avec ce qu'il a appris dans votre cours. La situation réelle peut être aussi un sondage ou une activité qui nécessite la créativité, donc créer une œuvre. Une activité qui stimule la curiosité et le plaisir d'apprendre, une simulation par exemple. Ça peut être aussi un travail d'équipe. Puis là, je regarde mes bonhommes, ça me fait toujours sourire parce que c'est moi-même qui les a créés. Puis je me disais, au moins, je n'ai pas volé mes images, j'ai les droits d'auteur. Peut-être que vous me diriez que ça peut qu'un membre d'une équipe fait du plagiat. Qu'est-ce qui arrive? C'est peut-être du plagiat inconscient aussi, comme Mélanie l'a mentionné tantôt.
prendre une phrase, changer les mots. C'est là l'importance de bien décrire les modalités de l'activité. Exemple, l'équipe sera créée le 13 septembre, la création des équipes sera automatisée, donc effectuée au hasard. Les équipes seront formées de 3 ou 4 personnes. Si un membre de l'équipe triche, l'équipe aura 0. C'est certain que les membres s'assureront qu'il n'y ait pas de plagiat et encore moins s'ils ne se connaissent pas trop. La pression des pairs pourrait aider à éviter le plagiat. Donc, utiliser des stratégies d'évaluation qui sont significatives exige que les élèves appliquent leurs connaissances. Des évaluations authentiques. Assurez-vous de bien expliquer l'importance des références. Offrez à vos étudiants la chance d'avoir une régulation de leur apprentissage, donc sont évalués souvent. Ça peut être de l'auto-régulation aussi, avec une liste de vérification. Évaluez régulièrement, pas juste à la fin. Soyez en communication régulière avec les élèves et fournissez des commentaires rapides. Ils sont moins susceptibles de tricher si vous développez une relation avec eux. Ayez de bonnes grilles d'évaluation aussi. Vous pouvez même développer des critères d'évaluation qui récompensent le fait de bien citer ses sources. Et diversifiez les méthodes d'évaluation, donc pas seulement sous forme de travaux écrits. Faites faire des évaluations formatives le plus souvent possible. La pratique de l'évaluation formative tout au long du trimestre permet de ne pas se retrouver avec du jamais vu. Merci, je repasse la parole à Mélanie. Merci beaucoup, Céline, vraiment de toutes ces belles suggestions d'évaluation, de façon d'évaluer les étudiants en ligne, à distance. Mais nous avons réalisé quand même certaines inquiétudes à travers les dernières semaines venant de nos professeurs en ce qui concerne les apprentissages à connaître par cœur. Donc, je vais vous donner quelques stratégies qui pourraient aider à diminuer le risque de plagiat dans la préparation des questions d'une évaluation traditionnelle. Donc, premièrement, on conseille de garder les examens brefs mais fréquents, des quiz de 15-30 minutes afin de régulariser l'apprentissage encore une fois. De rendre aléatoires les questions d'examen ainsi que les choix de réponse afin de produire des questionnaires qui seraient différents d'un apprenant à l'autre. De prévoir de larges banques de questions, assez pour limiter les répétitions d'un test à l'autre. Exemple, créer une banque de 100 questions et demander à la plateforme d'apprentissage d'en sélectionner comme 50. De créer différentes versions d'une même question, ce qui, encore une fois, amène la possibilité de faire un examen différent par étudiant. Paraphraser, disons, les phrases, les questions et les choix de réponse des évaluations. Créer aussi des groupes de questions qui ont des niveaux de difficulté similaires, comme des dossiers de questions. Par exemple, ça serait dans le but d'équilibrer le degré de difficulté de l'évaluation, parce qu'on peut avoir peur qu'un étudiant va se ramasser avec 20 questions faciles et, mettons, 10 difficiles, puis un autre complètement le contraire. Alors, on peut demander de créer des groupes de questions de niveaux similaires. Exemple, demander 2 questions parmi un groupe de 5 questions à développement, puis ensuite 10 questions parmi un groupe de 15 questions à choix multiples. De cette façon-là, ça équilibre un petit peu le niveau de difficulté des évaluations, puis ça différencie aussi, encore là, les examens d'un étudiant à l'autre. Essayez aussi de faire une rotation dans les sections des examens. On peut créer 3 sections différentes pour un examen et puis de trimestre en trimestre, disons, créer une section supplémentaire. Puis cette section de l'examen-là va comme se trouver à alterner d'un semestre à l'autre. Et aussi, bien sûr, de modifier l'évaluation à chaque trimestre. Oh, je pense que j'ai expliqué la mauvaise diapositive de Chantal. J'étais en train d'expliquer la dernière diapositive. Je vais revenir à la première. Je suis désolée. OK. On suggère aussi de créer des questions uniques, des questions significatives et authentiques qui nécessitent une réflexion critique d'ordre supérieur. On suggère aussi d'éviter les questions à choix multiples ou pas nécessairement juste à choix multiples, mais que les réponses seraient faciles à trouver sur Internet dans les moteurs de recherche comme Google. On suggère d'utiliser des questions à réponse courte, des questions à développement, un peu comme plusieurs l'ont mentionné, suite à la lecture d'un article, d'une étude de cas, d'une mise en situation. Et aussi, on privilégie évidemment les questions de type application, qui demandent aux élèves, aux étudiants d'expliquer, d'interpréter
d'analyser. Donc, on a inséré ici un petit lien là, vers la taxonomie de Bloom qui suggère une liste de verbes là, lors de la création des objectifs d'apprentissage. Puis ici, c'est ça, c'est un outil que nous, on utilise à l'Université de Moncton pour nous aider à créer des questions en rapport avec les objectifs visés. Donc, dans les colonnes de gauche, on donne une liste d'objectifs puis de catégories d'objectifs. Au centre, on voit des exemples de questions. Et à droite, ça indique un petit peu quel type de questions serait recommandé pour chacun des types d'objectifs. Alors, désolée pour la confusion. Là, ici, c'était ma dernière diapo. Alors, je repasse la parole à Chantal. Chantal qui essaie d'activer son micro. J'ai trop de fenêtres ouvertes, je pense, présentement. Je me promets d'une place à l'autre, mais ça va bien. Donc, le dernier point, qui est l'outil évaluation, c'est un outil qu'on peut retrouver majoritairement dans toutes les plateformes d'apprentissage. Donc, moi, vraiment, j'aimerais juste faire un petit tour rapidement. Est-ce que vous utilisez des plateformes d'apprentissage? Si oui, encore là, le même lien, paulf.com, Chantal Bush 050. Juste pour voir un peu, tâter terrain, voir un peu qu'est-ce que vous utilisez présentement dans vos milieux. Je vois présentement Moodle 55 %, donc Moodle est pas mal fort ici, 67 %. Donc, je vois que la majorité, c'est pas mal Moodle. Je vous dirais Moodle et Brightspace se ressemblent beaucoup en termes de fonctions. Donc, ça, c'est déjà bien. Vous allez vous retrouver assez rapidement parce que nous, à l'Université de Moncton, on utilise Brightspace. Il n'y a pas une meilleure plateforme qu'une autre. Ça, je vous le dis tout de suite. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez accomplir et qu'est-ce que vous avez besoin de faire. Donc, ici, c'était vraiment juste pour me donner une idée qu'est-ce que vous utilisez comme tel. Donc, quelle que soit la plateforme d'apprentissage que vous faites, assurez-vous de faire des petits quiz pratiques avec vos étudiants. Quel genre de quiz pratique qu'on peut faire? Mais dès le début du cours, si vous voudriez, vous pourriez faire un petit quiz sur le plagiat. Donc, ce n'est pas obligé d'être en direct avec l'étudiant. Vous pouvez demander à l'étudiant que ça soit fait avant que le cours ait lieu. Donc, un petit quiz sur le plagiat, il peut aller voir comment ça fonctionne. En même temps, il s'habitue avec les outils de l'évaluation. Ça peut être aussi sur le plan de cours. Parce que souvent, on entend parler des professeurs qui disent « Je pense que les étudiants n'ont pas été voir le plan de cours. » Quelle belle façon d'en profiter pour voir si les étudiants ont bien lu leur plan de cours. Donc, ça, c'est un petit à côté, juste pour s'assurer que lors de l'évaluation, l'étudiant soit pas anxieux de remplir en ligne parce qu'il l'aura déjà fait une fois. Fait qu'il saura déjà à quoi s'attendre. S'il l'a déjà fait, c'est encore mieux. Mais on ne peut pas s'assurer, nous, à travers de tout ça, se faire sûr que tous les étudiants sont tous au même niveau. Donc, c'est sûr de s'assurer au moins qu'ils font un quiz en ligne. Les paramètres de l'examen, ça se change. Et Moodle aussi, il y a des paramètres qu'on peut changer. De un, ce qui est plaisant, nous, avec notre plateforme, c'est que les questions sont sauvegardées automatiquement pour chacun des étudiants. Donc, aussitôt qu'il répond à une réponse, c'est sauvegardé. Fait que si l'étudiant dit « Ah, ça faisait 1h30, je suis en train de travailler, puis ça n'a pas été sauvegardé », ça ne peut pas l'être. Donc, on ne peut pas recommencer son examen au complet. C'est sûr que ce qui a déjà été fait a été sauvegardé. Une chose qu'on peut faire aussi pour empêcher le plagiat, c'est d'empêcher le retour à la page. Fait que si on fait des pages de questions, on peut empêcher l'étudiant de retourner en arrière. Côté pédagogique, on ne le conseille pas parce que l'étudiant serait supposé de pouvoir réviser son examen avant de l'envoyer. Par contre, ça dépend qu'est-ce qu'on veut favoriser. Le plagiat, la pédagogie, ici, c'est un peu ce qui est le risque. Il y a aussi, la plateforme nous permet d'enlever l'accès au courriel dans la plateforme, à la messagerie et aussi aux notifications. En fait, les étudiants ne peuvent pas retourner dans la menu-bar pour aller chercher certaines informations. Et vous pouvez aussi, à l'intérieur de la plateforme, cacher les outils. Donc, les outils, est-ce qu'il y a des contenus, est-ce qu'il y a eu des forums de discussion, faire sûr que les étudiants ne peuvent pas retourner dans ces sources-là pour pouvoir répondre directement. Ici, là, je parle vraiment si on fait un examen traditionnel en ligne avec un outil évaluation, dont les vrais ou faux, les choix multiples, les réponses multiples, et blablabla, j'en passe. C'est pour vous donner une idée. Donc, l'outil évaluation, souvent dans une plateforme, je fais juste un petit retour, m'assurer que tout le monde comprenne. C'est vraiment un peu comme qu'on retrouve sur papier-crayon. Donc, un examen qu'on coche, on remplit des cases, etc. C'est le même principe avec la plateforme d'apprentissage.
On peut aussi ajouter un mot de passe, mais celui-là, je ne suis pas sûre si c'est si sécure. La raison est qu'un mot de passe se passe assez bien. Donc, un autre étudiant qui aurait tout simplement l'information de l'étudiant pour se connecter, à ce moment-là, on pourrait connecter avec le compte de l'étudiant et utiliser le mot de passe. Mais par contre, je vais vous parler par après aussi, nous, on a des yeux derrière qui nous permettent de voir si l'étudiant était sur un IP différent ou il était à la maison. Donc, ça, c'est une des choses. Vous pouvez aussi créer des évaluations plus personnalisées. Comme Mélanie a parlé, si vous faites une banque de questions, cette banque de questions-là est juste derrière. Et lorsque vous faites vos questionnaires, vous pouvez aller piger dans vos questions. Donc, vous pourriez dire, j'ai une section de questions à 1 point, puis toutes mes questions à 1 point. J'en ai 50 dedans, mais j'en ai besoin de 10. Donc, aléatoirement, la plateforme va aller chercher 10 questions, va l'attribuer à un étudiant. Donc, chacun des étudiants n'aurait pas les mêmes questions. Et vous pouvez aussi, à travers des questions, mettre les réponses aléatoires. Donc, ça fait vraiment des examens différents pour chacun des étudiants, ce qui peut réduire énormément les cas de plagiat. Les paramètres de l'examen aussi, une chose qu'on peut faire, c'est de limiter le temps. Donc, vous voyez ici, il y a un délai imposé de 120 minutes. Ici, on a le choix de permettre l'étudiant de continuer à travailler, mais on verrait qu'il le soumet en retard. Mais on pourrait l'empêcher de travailler. Donc, après de 5 minutes de délai de grâce, l'étudiant ne pourrait plus travailler. Puis, la seule chose qu'il peut faire, c'est soumettre son évaluation. Aussi, les statistiques sur l'examen, ça, je vous mentionnais, on peut sortir beaucoup d'informations par rapport aux examens qui sont faits en ligne. De un, on peut voir à quand l'étudiant a débuté et a terminé ses évaluations. Si des retards par rapport aux évaluations, l'adresse IP où ce que l'évaluation a eu lieu. On peut voir absolument tant que l'étudiant se connecte aussi à chaque séance, fait qu'on peut comparer, dire « Oh, il n'était pas chez eux à ce moment-là. » Là, on peut voir qu'il était ailleurs. Si l'étudiant a sauvegardé les réponses en même temps, ça nous donne des indications. Les accès, vous avez aussi, les professeurs ont accès aux tentatives en temps réel. Fait qu'il peut aller voir le développement de chacune des questions. Fait que si c'est des questions en développement, ils peuvent voir un peu ce que l'étudiant est rendu. Et il y a un professeur qui m'a partagé un outil R pour statistiques. C'est un outil open source. J'ai mis le lien là. Moi, ça ne me parle pas beaucoup parce que je ne connais pas l'outil, mais peut-être que certains d'entre vous, ça vous parlera un petit peu plus. Et juste pour dire, on peut observer, c'est ça qui est le fun avec les évaluations en ligne, on peut observer qu'est-ce qui s'est fait. Il y a certaines choses qu'on peut aller voir et détecter. Les examens surveillés, il y a bien sûr des outils qu'on peut ajouter aux plateformes, au LMS, au Learning Management System, les plateformes d'apprentissage. Il y a des outils de plagiat qui permettent de faire de la surveillance en temps réel. De un, moi, j'ai vérifié que c'est très dispendieux. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir ce logiciel-là. Ça demande aussi pour certains logiciels des accès à haut débit d'Internet. Puis c'est pas tout le monde qui a ces accès à haut débit-là non plus. Il y a des polémiques aussi par rapport à la confidentialité numérique et la protection de la vie privée de l'étudiant. Il y a aussi la risque de défaillance technique qui pourrait encore brimer un peu sur l'évaluation. Et certains outils aussi, il y a encore des blocages au niveau de l'accessibilité. Donc, un étudiant qui aurait besoin, par exemple, d'activer quelque chose parce qu'il y a des problèmes auditifs ou des choses comme ça, à ce moment-là, ça se pourrait qu'en cause de ce blocage-là, l'étudiant ne puisse pas utiliser ces outils d'accessibilité. Donc, là-dessus, je termine avec une réflexion. C'est ici un document de recherche de Brigitte Simoneau qui dit « Le plagiat universitaire, seulement une question d'éthique ». Puis, ça amène beaucoup à la question à dire, est-ce qu'on devrait avoir des cours qui seraient déjà intégrés sur le plagiat pour guider nos étudiants? Qu'est-ce qui devrait être les approches en tant qu'institution qu'on devrait prendre? Est-ce que c'est une éthique qu'on devrait vraiment développer au sein de nous tous, soit entre collègues ou quoi que ce soit? Donc, c'est de voir où le plagiat, jusqu'à où on peut voir en côté d'éthique, si tout le monde s'y met, qu'on peut avoir de bonnes approches éventuellement et sensibiliser nos étudiants. Donc, là-dessus, les ressources ici de notre Université de Moncton, les outils du web sur le plagiat, il y a quelques liens ici, et nos références par rapport à nos recherches, on les a également placées ici.
Et là-dessus, bien, on vous remercie. On vous partage encore la dernière petite map de tout à l'heure, d'où on vient. Donc, je vous remercie beaucoup de votre collaboration pendant tout l'atelier. Et aussi, vous êtes des gens très attentifs. Je n'ai pas vu beaucoup de mains, je n'ai pas vu beaucoup de discussions. Donc, Robert, c'est ça. Ça, c'est la fin de notre présentation. Je pense que je vais te repasser la parole pour pouvoir gérer justement les demandes ou les questions. Merci Chantal, merci à vous trois pour ce que je pense qui est vraiment, vraiment un beau tour d'horizon. On voit la carte du monde. Il y a quelqu'un qui vient d'une petite île. On va être curieux de savoir c'est quoi la petite île. Principalement des gens de l'Est du Canada et aussi passer les prairies vers l'Ouest. Donc, on découvre un très bel outil aussi de rétroaction en temps réel pour les présentations, ce qui est toujours agréable pour les gens à ajouter à leur arsenal. J'aimerais aussi souligner la qualité de cette présentation-là en sens de la recherche qui a été effectuée, de la bibliographie qu'on y retrouve, des sources qui sont présentées et que nous allons partager avec vous pour après la présentation aujourd'hui à titre de compte-rendu. Maintenant, j'ai surveillé le clavardage pendant la présentation. On a 2 questions. Je vous invite à vous présenter, à ajouter aux questions au clavardage ou à prendre le micro un tout petit peu. Je vais commencer avec une question de Céline Gravel qui demande comment prenez-vous en compte le contexte d'étudiants universitaires qui profitent de mesures particulières lors de la notation? Puis, si, Madame Gravel, je n'avais pas bien rendu votre question, peut-être vous voudrez préciser, à vous de voir là, si c'est suffisamment clair pour nos 3 présentatrices, mais je la répète, là, comment prenez-vous en compte le contexte d'étudiants universitaires qui bénéficient de mesures particulières lors de la natation, Chantal? Nous, directement, avec la plateforme qu'on a présentement, on peut mettre des accès spéciaux. Donc, on peut permettre à un étudiant, par exemple, d'avoir plus de temps pour compléter l'examen, lui permettre de ne pas avoir de temps de délai pour ne pas le déranger. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent être faites. Et habituellement, ces tests-là, lorsque les étudiants demandaient de plus de temps, lorsque c'était sur les lieux de l'université, les étudiants se rendaient à la bibliothèque où il y avait des gens qui faisaient justement la supervision pendant que les étudiants faisaient l'examen. Donc, oui, il y avait plus de temps qui était accordé. Et l'outil évaluation nous était utilisé en contexte avant qu'on ait le COVID. Donc, il y avait déjà des approches qui étaient faites avec l'outil évaluation. Je ne sais pas si ça répond à la question. J'aimerais juste rajouter peut-être, Chantal, que je parlais avec Daniel Alain tantôt. Il y a un programme d'aide et de soutien aux apprentissages aussi qui s'occupe de ça à l'Université de Moncton. Puis aussi, j'aimerais rajouter que tantôt, on a parlé du guide d'évaluation. Il vous sera partagé également. Madame Gravel, voulez-vous ajouter? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour activer votre micro? Excusez, c'est parce que je ne vois pas les participants tout de suite. Là, je vais vous le trouver, Madame Gravel. Êtes-vous capable, Madame Gravel, d'activer votre microphone? Vous n'êtes pas capable. Il faut que je vous retrouve parmi les 60 participants. Là, voilà. Alors, vous l'avez? Oui, je comprends la question des mesures particulières, mais au niveau de la notation à la fin, est-ce que ça vient affecter si par exemple, une étudiante a eu droit à WorldQ, est-ce que vous donnez la même note sans prendre en considération qu'elle avait droit à cet outil-là ou si ça affecte la note? De moi, ce que j'ai vu, ça n'affecte pas la note parce que c'est des besoins précis pour l'étudiant pour pouvoir avancer dans son domaine. C'est quelque chose qui va l'accompagner toute sa vie. L'étudiant doit, lui, pour pouvoir fonctionner, avoir cet outil-là. C'est comme, il y en a qui ont besoin d'une paire de lunettes, par exemple, pour pouvoir voir de loin. C'est un peu un outil de ce genre-là. C'est le même que ça m'avait été expliqué, moi, par la SASA. C'est un organisme qu'on a, nous, sur l'université, qui encadre justement les étudiants avec des besoins spéciaux. Et c'est un peu l'analogie qu'elle m'avait fait par rapport à tout ça. Donc, à votre question, je dirais que oui, les gens sont évalués de la même façon, même s'ils ont un logiciel pour les aider, comme WorldQ. Merci beaucoup. On a Monsieur Carvajal qui nous a écrit de la région de Paris. Il demande concernant la triche,
comment s'assurer que la personne qui présente un examen est vraiment la personne concernée? On a parlé d'adresse IP tantôt. Monsieur Carvajal ajoute, nous utilisons aujourd'hui un service de proctoring, comme vous avez probablement déjà vu, mais ça demeure très lourd à gérer pour les enseignants, autant que pour les étudiants. Alors, sans aborder, sans mentionner le travail de mise en place par leur service là, de cette application-là. Donc, est-ce que vous avez des moyens pour vous assurer que la personne qui répond à l'examen est bel et bien l'étudiant inscrit? Pour ma part, je le sais que l'Université de Moncton, ils ont des superviseurs à travers le monde, par exemple pour le MBA. Donc, je ne sais pas comment ceci se passe avec la distanciation, si les gens peuvent se mettre dans les classes présentement. Je vais laisser mes collègues s'ils en savent plus que moi sur le sujet. Bien, du côté de la plateforme, c'est un peu avec les délais. Donc, les étudiants, c'est sûr qu'il y a un délai pour faire la présentation. Et nous, c'est sûr que si on regarde directement les évaluations, comment dire, si c'est l'étudiant qui est derrière qui le fait, c'est assez complexe. Je vous dirais, c'est une des complexités les plus grandes. Par contre, si vous adressez un peu la façon dont moi, j'ai suivi un peu des cours un peu partout, là, ici et là, et j'ai vu avec l'université de pas Waterloo, j'ai oublié le nom exactement, eux utilisaient la photographie et l'étudiant devait signer l'intégrité, comme de quoi c'était cette personne-là qui remplissait vraiment l'examen. Et moi, je devais me prendre en photo, prendre une photo, une pièce d'identité pour dire que c'était bien moi qui remplissais l'examen. Et par la suite, c'est ça, je débutais mon examen et ils prenaient ça en considération. Je crois que ça fait plusieurs quand même années que les gens utilisent l'outil évaluation en ligne. C'est assez complexe de déterminer, mais comme je vous ai dit, notre meilleur joueur, c'est vraiment l'adresse IP, à moins que la personne est sur les lieux avec l'étudiant en train de l'aider. Ça serait comme un autre cas. Mais à l'intérieur de ça, c'est éventuellement, on va le voir dans la note de l'étudiant. Il ne peut pas tout le temps tricher. Il va y avoir des endroits où on va voir que les notes fluctuent. Donc, encore là, ça donne des indications par rapport à cet étudiant-là et on peut vraiment vérifier les examens et regarder un peu plus loin par rapport à tout ça. On trouve que les étudiants trouveront toujours une méthode pour tricher, ça c'est certain. Mireille Hamel nous demande, j'ai fait l'expérience de difficulté à prouver, à démontrer que cet étudiant-là a triché. Avez-vous des exemples de ça dans des travaux longs, par exemple? Avez-vous vécu une telle expérience, en fin de compte, de démontrer que cet étudiant-là a bel et bien triché, puis est-ce que c'est arrivé dans des longs travaux? Mireille, Madame Hamel, gênez-vous pas. Peut-être que je peux ajouter un petit peu d'informations. C'est que étant donné que les conséquences sont tellement sérieuses, je savais pas exactement comment faire pour prouver la tricherie. Puis si j'en étais certaine à 100%, est-ce que vous avez eu des zones grises comme ça quelquefois là, lorsque vient le temps vraiment d'appliquer les conséquences? C'est ça vraiment ma question. C'est sûr qu'il y a toujours des petites zones grises. Comme nous, vraiment dans le département de la technologie, moi, je peux aller jouer derrière la plateforme, donc je peux sortir beaucoup d'informations. Et lorsqu'il y a des cas de ce genre-là, il y a plusieurs personnes qui s'assoient autour pour regarder les cas de plagiat. Donc, c'est sûr que ce n'est pas juste le professeur qui va prendre une décision qu'il y a un cas de plagiat. Une fois qu'il identifie un cas de plagiat, là, il y a des démarches qui doivent être faites. Donc, entre autres, nous qui va vérifier si l'examen a été fait en ligne, on peut faire des vérifications, mais si l'examen a été fait sur place, c'est différent. Mais à ce moment-là, on peut accompagner le professeur à travers de ces démarches. Dire, voici moi ce que j'ai ressorti par rapport à ça. Là, il y a des enquêtes, les étudiants se font interroger. Donc, des choses qui se déroulent par rapport à tout ça avant que le cas soit confirmé. Ça, c'est très aidant. Merci, parce que probablement, c'était la chose la plus difficile, justement. C'était de devoir le prouver puis d'avoir l'impression d'être un peu seul dans cette démarche-là. Alors, merci. Merci beaucoup, Chantal. Oui, puis je trouve que c'est important à ce sujet-là, peut-être d'ajouter qu'à mesure que les étudiants laissent des traces,
on voit définitivement un style d'écriture, un style de réponse, un niveau de langage de la part de chacun qui devient assez facile à mettre en parallèle avec un autre travail long qui nous arriverait de manière impeccable et difficile à expliquer, mais c'est certain que c'est difficile à prouver. Et dernière question, puis ensuite de ça, gênez-vous pas tout le monde, hein, si vous voulez ajouter des commentaires, il nous reste encore peut-être une couple de minutes. Monsieur Potin nous demande, excusez-moi, hein, vous allez devoir me dire comment prononcer votre nom. J'ai de la misère avec un P qui est précédé d'un K. Capé Potin. Capé Potin? Potin. Oh, Potin tout court. Bon, voilà. Merci, monsieur. Et alors, et gênez-vous pas pour ajouter, là, il dit, pour lutter contre le plagiat, n'est-il pas possible de limiter la durée de chaque question dans le temps? Oui, c'est possible de limiter les examens dans le temps. Certaines personnes vont On a eu une discussion les dernières semaines à l'Université de Moncton à ce sujet. Certains professeurs étaient pour minimiser les examens, justement, pour ne pas que l'étudiant ait la chance d'aller vérifier la réponse ou de tricher, pour ne pas qu'il y ait le temps. Certains aussi voulaient voir qu'une question par page. Certains aussi voulaient refuser, ils voulaient mettre la fonction que l'étudiant ne pouvait pas retourner en arrière non plus. Certains professeurs trouvent que minimiter les étudiants, ce n'est pas donner la chance de revenir sur leurs questions et leurs réponses, donc de revoir ce qu'ils ont écrit. Est-ce qu'on punit tous les étudiants pour une ou deux personnes qui font du plagiat? C'est une question qui est beaucoup posée, mais oui, ça se fait. On peut limiter les examens. Voilà, alors il y en a plus de questions qui se sont présentées. Alors je vais terminer puisqu'on avait déjà dépassé de 5 minutes, mais soyez assurés que la présentation qui est vraiment pleine de références et de ressources à travers de cette belle recherche qui a été réunie par l'équipe de l'Université de Moncton vous sera envoyée aujourd'hui avec l'enregistrement de l'atelier. On tient à vous remercier tout le monde pour votre présence, pour votre intérêt, pour votre participation. On vous invite pour le dernier atelier qui aura lieu ce jeudi et ensuite de ça, ça ira à l'automne. Mais en attendant, on vous souhaite une bonne canicule pour ceux qui sont comme nous dans l'Est du Canada à se faire chauffer depuis 8 jours à plus de 30 degrés. Alors, merci tout le monde et au plaisir. Au revoir. Ouais.